Bonjour, le lévocimendant, j'ai commencé tout petit. J'ai commencé très jeune, c'est-à-dire que le lévocimendant a commencé à être utilisé en clinique à partir du début des années 2000. En France, son histoire a été très compliquée parce que c'est un laboratoire finlandais qui a développé, inventé ce produit et qui, dans un premier temps, n'a pas vraiment eu une action ciblée sur la France. Donc le produit a été distribué par un distributeur, c'est-à-dire que quand vous commandiez du Syndax, le monsieur, le laboratoire, il donnait les flacons, il ne s'occupait pas du reste. Ce n'est que très récemment qu'un laboratoire Orion France s'est mis en place. Et alors l'impact de cette chose-là est tout à fait particulière. Parce que d'habitude, quand on a un produit, vous savez tous, les labos sont là, ils viennent vous voir, et puis ils aident sur des études en France, dans votre hôpital, et puis ils aident aussi pour des réunions scientifiques, pour des congrès et autres. Là, ça a été très particulier parce que c'est la Société Savante dont je me suis occupé beaucoup, l'Artec, puis l'Arcotova, qui avons fait parler du lévocimendant lors de réunions scientifiques, sans support, sans soutien, complètement orienté sur le produit et pas sur le labo. Et il n'y a pas eu de suivi, c'est-à-dire qu'on en a parlé dans des réunions nationales et ensuite chacun a fait un peu comme il pouvait. Alors c'est là où on se rend compte que finalement, des fois, les labos, ils ont quand même de l'intérêt, c'est qu'ils aident les gens dans leur pratique, dans leur utilisation, que ce soit les antibiotiques, que ce soit n'importe quel produit. Et là, on voit que c'était complètement à l'envers. Et à peu près pendant 10 ans, chacun a fait comme il pouvait. Et donc, tout récemment, comme je suis en train de finir mon activité de clinicien à l'hôpital, tout récemment, j'aide le laboratoire et puis j'ai envie de défendre ce produit parce que je suis convaincu et comme utilisateur, c'est un produit qui marche très bien. Et ce qu'on entend dire de temps en temps, c'est un peu irritant parce qu'on est en train de se perdre une possibilité thérapeutique extrêmement importante qui n'a pas d'alternative. Donc c'est dommage de laisser passer ça. Donc actuellement, on fait des réunions de cette sorte-là dans différents centres en France, en chirurgie cardiaque, entre autres, et en réanimation. Et ce qu'on voit, c'est que, en effet, il y a des pratiques différentes. Et les questions qui me reviennent, des fois, sont assez étonnantes. Parce que les gens, ils ont fait sur le tas, quoi. Ils ont fait comme ils pouvaient. Donc, ça vaut le coup maintenant de discuter de ça entre la pratique qu'on a depuis maintenant, d'abord Necker, puis Bordeaux, et puis votre pratique, parce que je sais que le produit a été utilisé ailleurs, bien sûr, et on va pouvoir avancer là-dessus. Donc, la présentation, c'est sur l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit sur l'insuffisance cardiaque dite médicale, qui va entraîner une insuffisance cardiaque aiguë dans les situations de myocardite, dans toutes les situations ischémiques qui peuvent conduire jusqu'au choc cardiogénique, mais aussi les situations de décompensation aiguë sur un mode chronique. Donc, c'est des patients qui vont aller vers les systèmes d'assistance, vers la transplantation. Et puis, il y a celle de la chirurgie cardiaque qu'on connaît bien. La première, c'est en préopératoire, les patients qu'on va opérer avec des défaillances préexistantes. Et puis aussi, on oublie tout le temps que le clampage aortique, on n'en sort pas, enfin le cœur n'en sort pas indemne. Il y a un certain degré d'insuffisance cardiaque qui se produit, qui ne va pas durer très longtemps, mais c'est la raison pour laquelle en général on met des inotropes quasiment, pas tout le temps, mais très fréquemment en sortie de CEC. Et puis il y a les patients en attente de transplantation et les patients qui ont des systèmes d'assistance monoventriculaire gauche avec la problématique majeure que vous connaissez bien, c'est que quand on met un LVAD, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une décompensation du ventricule droit, parce que là ça devient compliqué, on va en mettre deux, c'est possible, mais il y a des moyens pharmacaux, dont le lévocimendant, pour soutenir le ventricule droit. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est que le développement de l'ECMO que vous vivez aussi comme partout, fait qu'on se pose la question de sevrer l'ECMO. Et il faut des stratégies pour sevrer l'ECMO. L'ECMO, c'est bien, ça sauve les malades, mais si ça dure trop longtemps, il y a beaucoup de complications. Donc, il faut faire en sorte de sevrer les patients de l'ECMO le plus vite possible. Donc, le lévocimendant est un domaine, une cible très intéressante. Pour rappeler très rapidement et très schématiquement, et je le fais volontairement, les modes d'action des catécholamines sur les bêta-récepteurs, des inhibiteurs de phosphodiesterase de type 3 comme la milrinone sur la MP cyclique, tout ça va entraîner le passage du calcium d'une façon très importante entre le réticulum sarcoplasmique et puis ça va aller sur la troponine C et ça va déclencher l'action actine-myosine, donc la contraction. C'est le schéma que vous connaissez tous, ce n'est pas une surprise. Et donc,
La conséquence de l'utilisation des catécholamines, c'est que ça va consommer beaucoup d'ATP pour remettre le calcium dans le réticulum. Donc ce mécanisme d'utilisation des catécholamines, c'est très grand consommateur d'énergie d'un côté et surtout d'accumulation de calcium dans la cellule. Et quand on force trop dans ce domaine-là, ça a des conséquences. Les plus anciens savent qu'autrefois, lorsqu'on faisait de la cardioplégie, qu'on protégeait mal le cœur, quand on déclampait au bout d'un moment, comme on avait mis tellement de catécholamines, le chirurgien disait « ça y est, j'ai un Stonart », c'est-à-dire que c'est un cœur de pierre, et c'est la conséquence de ça. On avait une accumulation calcique phénoménale, et quand on arrivait au cœur de pierre, c'était, si j'ose dire, la pierre tombale. Donc, en général, on perdait tout le temps. Donc, il y a des limites à l'utilisation des catécholamines, et il faut connaître, et lorsqu'on met trop de catécholamines, il faut vite penser à passer à autre chose, l'assistance par exemple, de façon à plus consommer. Lorsqu'on utilise du lévocimandant, le modèle est totalement différent puisque lui, il va resensibiliser la troponine au calcium qui s'est fait désensibiliser par la conservation longue durée d'un greffon par exemple, par le clampage aortique, par l'ischémie. Et tous ces mécanismes-là entraînent une désensibilisation de la troponinité. Et que pour agir sur cette troponinité, il va falloir mettre des tonnes de calcium, ce que je viens d'expliquer précédemment. Eh bien lui, il agit directement là-dessus. Ce qui fait qu'on aura la même réponse inotrope, mais en utilisant beaucoup moins de calcium. Et on aura la contraction qui va s'établir. Et surtout, la chose très intéressante, c'est que le retour du calcium dans le réticulum, du fait qu'il y aura des très faibles quantités, ça se fera avec un minimum d'énergie. Et donc, on arrive à un produit qui est assez particulier, qui a des effets vasodilatateurs par l'ouverture des canaux potassiques. Donc la vasodilatation, elle s'exerce partout, sur les coronaires, sur les artères pulmonaires et aussi en systémique. Ça, en général, tous ceux qui utilisent du lévocimandant savent que les patients, si on a mis les bonnes doses, sont bien vasodilatés. Sur la fonction myocardique, il y a cette sensibilisation, je viens de le dire. Il y a le fait que le flux calcique pendant la diastole est arrêté et n'est pas augmenté. C'est ça qui permet cet effet lusitrope, donc très favorable pendant la diastole. Et puis, surtout, il a été démontré qu'en fait, on est quasiment à un niveau de consommation d'oxygène stable, très faible consommation d'oxygène pour ce mécanisme-là. Et lorsqu'on est en période de souffrance ischémique, c'est plutôt une bonne chose. Donc, la combinaison des deux effets, c'est l'amélioration du couplage ventriculo-artériel et puis aussi l'effet anti-stunning. C'est l'effet de préconditionnement sur lequel des études récentes ont cherché à mettre en évidence avec plus ou moins de succès. On en parlera précisément. Un point qu'il faut connaître sur la pharmacocinétique, c'est très important, c'est ça. Quand on met du lévocimandant, une injection de 24 heures, vous allez avoir un pic dans les premières 24 heures, puis ça va redescendre très très vite. Sauf qu'il va y avoir une transformation de la molécule en métabolite par un mécanisme assez complexe d'acétylation et en passant par l'activité intestinale. Toujours est-il qu'on se retrouve avec deux métabolites, dont le premier, l'OR 1896, qui garde les mêmes effets hémodynamiques, les effets actifs qu'a le lévocimandant. Donc, on a un mode d'action très particulier, c'est-à-dire qu'en faisant un shoot de 24 heures, on a un effet qui va durer 8, 9, 10 jours. Donc, il n'y a pas d'autre équivalent de drogue comme ça, où on a un effet retard très prolongé sur une semaine. Et donc, cette méthode-là est très particulière, parce que si vous faites la même chose avec une catécholamine, vous savez que quand vous arrêtez la seringue, en général, les effets ne vont pas tarder à s'arrêter. Un autre point qui est important, parce que vous avez peut-être entendu dire que lorsqu'il y a une insuffisance rénale, il ne faut pas utiliser le lévocimandant. Ceux qui remplissaient les ATU il y a quelques années, l'agence du médicament, l'ANS, nous demandait toujours quel était le niveau de la créatinine. Il fallait répondre à ça toujours. Et puis dès que c'était supranormal, pof, ils vous bloquaient votre demande. C'était tellement excessif, parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être de cette façon-là. Ici, c'est les patients normaux avec une fonction rénale normale et avec le niveau de lévocimandant. Lorsqu'on a un patient qui a une insuffisance rénale sévère dialysée, en effet, le pic augmente. Sauf que les métabolites sont dialysés. Donc, si vous aviez des ennuis avec le lévocimandant, on peut toujours s'en sortir en dialysant. Et en fait, on se retrouve avec un effet augmenté de l'activité lévocimandant. Et donc, au niveau des métabolites, c'est plutôt une bonne chose. Donc cet aspect de danger et d'alarme par rapport à l'insuffisance rénale, c'est vraiment tout à fait théorique. Alors,
quelles sont les doses recommandées? La dose, ça va de 0,1 à 0,4. Vous verrez qu'il y a des études qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont ciblé le seuil le plus bas, 0,1. Et pour avoir tous ces effets dont on a parlé tout à l'heure, on se rend compte un élément très important. C'est que si vous êtes avec une concentration plasmatique basse, vous aurez seulement le début des effets inotropes. Si vous augmentez la dose jusqu'à 0,2, comme on le recommande, et comme moi je l'utilise depuis des années, là on va avoir l'ensemble de ces effets de vasodilatation, d'ouverture des canaux potassiques, et même à forte dose, on a un équivalent d'effets comme les inhibiteurs de phosphodiesterase, comme l'amilrinone. Donc vous avez une conjonction de tous ces effets-là. Donc la dose qu'on va utiliser sur les 24 heures, elle est très importante. Et puis ce n'est pas un produit sur lequel on s'amuse à faire varier la dose, comme on ferait avec la dobu ou de l'adrénaline. Il faut vraiment rester à dose constante. Alors on va parler du lévosimendan dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, dans l'aspect plutôt médical. Il y a J'utilise d'emblée une méta-analyse considérable. Alors ils sont remontés jusqu'à 1994 et ils ont fait sur 177 études. Et en fait, ils ont cherché à savoir quel est l'impact des inotropes, des vasopresseurs, lorsque les patients ont une insuffisance cardiaque aiguë dans différents domaines. Parce que c'est à la fois la cardio, la chirurgie cardiaque, mais aussi les transplantés hépatiques. C'est dans différentes spécialités. Il en ressort de cette étude que les inotropes, principalement ceux de la voie adrénergique, dobu, adré et les vasopresseurs, sont associés à une surmortalité dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Ça, c'est des choses dont on a entendu parler, mais là, il y a des espèces de pavés énormes qui, quand même, mettent le doute dans l'esprit. Et au fur et à mesure des années, pas en 94, mais après, ils ont vu apparaître le lévosimendan. Et lorsque le lévosimendan est analysé par rapport aux autres, eh bien, on se rend compte qu'au contraire, on a plutôt une survie améliorée dans le cas de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, des pavés comme ça fait quand même réfléchir. Un autre point qui est très important, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque chronique, vous savez que souvent, un des traitements utilisés, ça va être des bêta-bloquants. Lorsque le patient va se dégrader de façon aiguë, vous l'avez vécu probablement, on est bien ennuyé parce que si on veut réverser les bêta-bloquants avec de la dobutamine, il faut en mettre beaucoup, beaucoup. Donc c'est un petit peu ennuyeux à gérer. Et en fait, il a été démontré maintenant depuis plusieurs années que l'utilisation du lévosimendan est synergique avec l'effet du bêta-bloquant. Et vous voyez un travail ici avec des patients en décompensation, ils étaient assez sévères au début, à ce stade-là, avec des fractions d'éjection inférieures à 35 et des PK supérieurs à 15. Et là, c'est intéressant puisqu'ils ont comparé ça à la dobutamine. Et en fait, vous voyez ce qui se passe là au niveau de la pression systémique. Quand on met du lévosimendan, ça fait chuter la pression, donc c'est un vasodilatateur. Ça fait baisser la pression. Donc on a des moyens pour maintenir la pression, mais ça la fait baisser. Principalement, l'acmé, c'est autour de 24 heures, et ensuite, une fois qu'on passe sur les métabolites, ce niveau de vasodilatation va remonter. Là où c'est intéressant, c'est par rapport au débit cardiaque. Le débit cardiaque, sous dobutamine et lévosimendan, la dobutamine fait monter le débit cardiaque très vite, le lévosimendan progressivement, surtout si on est sans bolus de la drogue. Et au bout de 24 heures, on a une forte augmentation significative par rapport à la dobutamine. Et l'effet dobutamine commence à disparaître, on n'en donne plus. Alors que le lévosimendan, lui, son effet va se prolonger. Donc c'est ce qui est illustré là. Et puis de la même façon, par rapport à la pression capillaire, eh bien, on a une baisse prolongée du capillaire, alors que la dobutamine a bien agi initialement, mais dès qu'on a arrêté, hop, le capillaire est remonté. Donc on a tout à fait le tableau de ce qui se passe, dobutamine versus lévosimendan. Là, une diapo pour vous montrer comment les cardiologues en USIC à Bordeaux, à Pessac, utilisent le lévosimendan. Ne serait-ce que sur l'année écoulée, ils ont traité 30 de leurs patients. Ce n'est pas des gens qui utilisent l'argamanul lévosimendan, les cardiologues, ils sont un petit peu réticents, les nôtres, c'est un peu prudent, ils ont un peu peur de la vasodilatation. Ça n'empêche que dans leur cohorte, 30 patients ont eu du lévosimendan parce qu'il n'y avait pas d'autres sources. Insuffisance cardiaque aiguë, 8 patients avec des effets bénéfiques. Échec de sevrage des autres inotropes, le lévosimendan a permis de sevrer les inotropes. Sevrage d'assistance circulatoire, 5 patients ont été sevrés grâce au lévosimendan et cette dose est toujours celle-là, à 0,2 gamma kilo minute pendant 24 heures. Alors maintenant, on passe au lévosimendan en chirurgie cardiaque.
Et puis là, je vais tout de suite sur une méta-analyse. Je ne vais pas vous mettre plein d'études les unes derrière les autres pour vous montrer. Une méta-analyse qui prend des études où les gens ont utilisé le lévosimendan au début de la chirurgie cardiaque, ou bien juste après la pause de CEC, ou bien 2-3 jours après s'il y avait un bas débit cardiaque en réanimation. Et vous voyez, il y a des études 2006, 2005, 2007 avec un nombre de patients et d'événements assez conséquents. Ils ont montré que lorsqu'on donne du lévosimendan à des patients qui ont une fraction d'éjection qui est basse, eh bien, c'est significatif. Le lévosimendan, ici, est franchement significatif par rapport aux autres drogues. Par contre, si on donne à des patients qui ont une fonction qui n'est pas altérée, qui est préservée, ben finalement, ça ne fait pas mieux que les autres, que la dobutamine. Voilà. Par contre, quand on prend l'ensemble de la cohorte, vous voyez, 578 patients avec lévosimendan versus 577 avec les autres drogues, eh bien, ça devient en faveur du lévosimendan. Ça, c'était une méta-analyse qui est sortie en 2013. Donc, on était assez content d'avoir ce genre de résultats. Et puis, il y a un domaine aussi que vous connaissez probablement, c'est lorsqu'on a fait des transplantations cardiaques et qu'on a une défaillance primaire du greffon. C'est toujours une situation très difficile. On n'assiste pas, on met beaucoup de drogue. Si on met beaucoup de drogue, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, en général, on assiste. Et on est vraiment ennuyé. Et un travail qui a été fait par une équipe allemande, sur 2006 à 2008, 90 transplantes, et il relève 12 patients avec une défaillance primaire du greffon, avec de l'épinéphrine, avec de l'amylrinone. Et puis, vous voyez sur ce tableau-là, avant de mettre le lévosimendan, parce qu'ils le mettaient en dernier recours, avant de mettre le lévosimendan, les patients, ils n'étaient pas très bien en fraction d'éjection, en pression pulmonaire, et ils avaient des bonnes doses de drogue entre l'épinéphrine, la noradré, l'amylrinone, et aussi pour ceux qui avaient une défaillance VD de l'HTAP, de l'iloprost. Après 24 heures de lévosimendan par-dessus, eh bien, on voit que ça s'améliore nettement sur le plan de la fraction et des pressions. Et surtout, c'est qu'en même temps, on arrive à se débarrasser des autres drogues. On est en train de sevrer les autres. Et puis, au bout de 48 heures, on a presque réussi à se débarrasser de tout le reste. Et on a franchement amélioré le greffon. On a récupéré ce greffon. Et pour l'avoir vécu aussi, je ne sais pas si vous avez l'expérience, mais en général, ça marche assez bien. Lévosimendan et défaillance droite. Alors, souvent, c'est un petit peu oublié. C'est que d'une part par ses effets inotropes et vasodilatateurs pulmonaires, vous avez une drogue qui agit des deux côtés sur la dysfonction droite. Donc quand on l'utilise, on a des bons résultats, ce qui a été montré dans ce travail-là. 40 patients en décompensation cardiaque avec des marqueurs de dysfonction droite importants, avec un TAPS inférieur à 15, dobu versus lévosimendan. Et puis vous allez voir que tous les critères échographiques de la fonction droite et de pression qui sont là, que ce soit la fraction d'éjection, le TAPS et que ce soit les pressions, vont être significativement plus favorables au lévosimendan qu'à la dobutamine. Et puis sur la fonction rénale, c'est la même chose. En général, quand on améliore la fonction droite, on améliore en même temps la fonction rénale. Et puis, ça c'est largement développé. Il y a beaucoup de travaux qui sont sortis sur des patients avec HTAP, avec dysfonction droite, en associant les autres drogues, le NO avec le lévosimendan, le sildenafil, en chirurgie cardiaque avec du lévosimendan. Donc, pour un certain nombre d'équipes, c'est devenu la drogue à utiliser en dysfonction droite, quelle qu'en soit l'origine, que ce soit sur des pathologies valvulaires ou bien sur des congénitaux adultes, par exemple. Et puis, voici une méta-analyse chinoise très sérieuse, récente, 2017. Ils ont retenu 10 études avec 359 patients, avec des patients évalués soit au cathétérisme, soit par écho, des patients qui avaient reçu du lévosimendan, et ils ont regardé sur le TAPS, sur la pression pulmonaire, sur la fraction d'éjection, sur les résistances vasculaires pulmonaires. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est en faveur du lévosimendan, ainsi que sur les pressions moyennes. Donc, il y a beaucoup d'éléments et d'arguments pour dire que dans ce contexte-là, ça marche correctement. Lévosimendan et assistance, ça c'est un travail fait à Bordeaux, où entre 2008 et 2012, on a repris 80 patients adultes sous ECMO, 37 ont eu de lévosimendan, 43 sans lévosimendan, et on a comparé la survie, la qualité de la survie à J30 et à J90 sur ces patients. Étant donné que le groupe lévosimendan était le groupe en désespoir de cause, on se retrouve avec des patients dans le groupe lévosimendan qui avaient des fractions
plus abaissés que l'autre groupe et des patients plus malades. Ça n'empêche que les résultats montrent que les patients sur lesquels on a mis du lévocimendant pour sevrer l'ECMO ont eu une bien meilleure survie que ceux qui n'ont pas eu de lévocimendant et avec des résultats significatifs en termes de mortalité à J30, J90. Bon, on était assez contents de ce travail et puis il y en a qui ont fait beaucoup mieux. C'est une équipe allemande de Distelmeier qui a, eux, 179 malades avec lévocimendant dans le même contexte. On met du lévocimendant pour le sevrage d'ECMO et puis 61 contrôles avec, pareil, le groupe lévocimendant, c'est les plus malades. Ils ont un Euroscore à 11 versus un Euroscore à 9 et ils ont une fonction qui est plus altérée que le groupe contrôle. Et puis, pareil, ce qui est significatif, c'est le sevrage de l'ECMO a été significatif dans ce groupe lévocimendant, ainsi que la mortalité à 30 jours et la mortalité à long terme, soit à 90 jours. Donc vraiment, dans cette situation de sevrage d'ECMO, le lévocimendant a une place. D'ailleurs, il y a un PHRC qui vient d'être accepté, qui sera entre La Pitié, Bordeaux et aussi 5 autres centres au niveau national, et qui va étudier justement ce point-là, de façon à faire une étude sur l'intérêt du lévocimendant dans le sevrage d'ECMO. Et donc les Allemands retrouvaient exactement le même type de courbe que celle qu'on avait eue à Bordeaux. Une autre situation très intéressante en termes d'assistance, c'est lorsqu'on, sur un patient en insuffisance cardiaque, on décide de mettre un LVAD, une assistance mécanique sur le ventricule gauche. Le problème est toujours de dire comment va supporter le ventricule droit. Est-ce qu'il va être défaillant? Est-ce qu'on va devoir mettre un double système? Et donc, vous avez des patients qui étaient en Intermax 2. Donc, Intermax 2, c'est juste le niveau de grande défaillance où il va falloir faire de l'assistance avant qu'il soit quasiment en arrêt. Et donc, ils ont eu l'idée, sur ces 9 patients, de faire une cure de lévocimendant pour les préparer quelques jours auparavant la mise en place du... ça, c'est le tableau d'Intermax. Et donc, on voit que ces patients-là avaient surtout des ventricules droits très dilatés et des éléments qui faisaient penser que ça n'allait pas être gagné d'emblée une fois qu'on aurait mis ça. Et en fait, ça a très bien marché et il montre que ces patients-là, dans ce groupe des 9 patients, à 1 an, la mortalité n'est que de 11%. Alors que dans les registres Intermax, lorsque la mortalité estimée d'un Intermax 2, c'est de l'ordre de 25%. Donc, apparemment, ça fait quelque chose. Donc, c'est un peu mince comme bille, ce que je suis en train de vous donner. C'est pour ça qu'il y a des travaux qui vont être faits, justement, dans cette zone Intermax, de façon à voir si réellement ça gagne sur la mortalité de ces patients. Donc là, j'ai des patients en attente de transplantation à Bordeaux, une étude qu'on est en train de faire, 70 patients en attente de transplantation. Donc, c'est des patients qui sont en insuffisance cardiaque chronique, qui font des accès d'insuffisance cardiaque aiguë. Et donc, on leur met du lévocimendant à chaque fois qu'ils reviennent à l'hôpital et ils repartent. Et on se rend compte qu'on a eu beaucoup moins de recours au LVAD et puis baisse des PAP, ce qui fait que c'est des patients qui changent de statut. Une fois qu'il y a des baisses de PAP, c'est des patients sur lesquels on va avoir des conditions de transplantation plus faciles. Là, je vous donne un exemple assez démonstratif d'une dame de 53 ans avec une myocardiopathie ischémique et avec une évaluation pré-greffe. C'était au mois de mai et juin cette année. Et vous voyez qu'au 15 mai, elle a des pressions pulmonaires qui sont quasi systémiques, avec une pression capillaire énorme à 39, et puis des résistances très élevées, des résistances pulmonaires indexées très élevées. Et ça avait été fait sous l'Azilix. Donc l'idée, c'est de faire un nouveau cathé en améliorant les choses. On augmente les doses de l'Azilix et on met de la dobutamine. Et là, c'est à peine mieux. Ça descend un peu la PAP. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, on va la préparer avec du lévocimendant, 24-48 heures avant son prochain cathé, on va voir ce que ça donne. Et là, ça change tout. Vous voyez que la PAP a franchement baissé, le CAP est à 17, et puis les résistances pulmonaires indexées ont franchement diminué. Donc ça, c'est une bonne façon de transformer ces patients qui, lorsqu'ils vont aller à la transplantation, ça va être un peu plus facile à gérer, plutôt que d'avoir une défaillance du greffon sur des pressions pulmonaires élevées. Alors, dans ce que je fais le plus, c'est la pédiatrie. Lorsqu'on fait de la pédiatrie, vous voyez, le bébé, il est là-bas et que quand ça va mal, il y a beaucoup de matériel autour. Et là, le bébé, il a l'épuration plus l'ECMO. Donc, si on peut faire en sorte d'éviter ça, c'est mieux. Alors, et puis, il y a une autre situation, c'est lorsqu'on met
un cœur artificiel pour attendre une greffe en pédiatrie. Ça s'appelle un Berliner, la grosse machine avec l'ordinateur qui ressemble à un Minitel. Ça marche très très bien, sauf que c'est très lourd. Et quand on met ça à l'enfant, ben, on ne bouge plus trop de la réanimation. Et le dernier que j'ai fait comme ça, il a attendu 283 jours à l'hôpital. Donc il n'est plus chez lui, on l'élève à l'hôpital, les parents vivent à l'hôpital. Donc ça l'a sauvé, la greffe s'est bien passée, parfait. Mais c'est quand même terrible à supporter. Si on peut éviter ça, c'est mieux quand même. Puis ça coûte moins cher. En pédiatrie, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits dans différentes situations, surtout que la pédiatrie, c'est toujours des petites séries, hein. On ne se retrouve pas avec des cohortes énormes. Donc je vous montre un certain nombre de séries, même un cas clinique là d'une transpo des gros vaisseaux à 1,5 kg. Si vous ne faites pas de pédiatrie, ça n'évoque pas grand-chose, mais le lévosimendan l'a transformé. Et puis une équipe récente là, il y a eu une équipe à 110 patients, une autre à 60 patients, là encore avec des résultats intéressants. Et puis là, je vous donne l'expérience de Bordeaux. 20% de nos patients en pédiatrie ont du lévosimendan. Que ça soit dans des conditions périopératoires pour des défaillances gauche, que ça soit pour des défaillances droites ou des patients qui associent HTAP et défaillance gauche. Pour des patients avec des sevrages d'ECMO, de cœur artificiel, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les patients en attente de transplantation et aussi les contextes de transplantation cardiaque. Toutes les transplantations cardiaques reçoivent du lévosimendan au début de l'intervention. Et donc, en attente de transplantation, on a fait un travail qui est sur 6 patients, avec 6 patients de moyenne médian à 2 ans, un poids à 10 kg. L'étiologie, c'était des cardiomyopathies dilatées, comme on a chez l'adulte. Et on leur a mis du lévosimendan à chaque fois qu'ils faisaient une défaillance très sévère, à la limite d'avoir besoin de l'ECMO, d'avoir besoin de beaucoup de drogue, mais besoin de l'ECMO. Et donc, on mettait du lévosimendan. Et le premier patient a eu 13 cures de lévosimendan. À la fin, il a fallu quand même passer par l'assistance. Et puis, on a eu la greffe, mais ça s'est fait dans la foulée. Le deuxième, il a eu 5 cures de lévosimendan, jamais d'assistance, il a été greffé. Le suivant, 16 cures, assistance à la fin, greffons. Le quatrième, pareil, 11 cures, assistance, puis greffe. Le cinquième, on l'a perdu d'un choc septique. Et le sixième, il est intéressant, 32 cures, et puis greffe. Ça veut dire que l'enfant, pendant 570 jours, il a eu du lévosimendan itératif tous les 10-12 jours à peu près. Quand il était très grave, c'était lévosimendan tous les 7-8 jours. Et puis, on a eu du mieux et on le tenait comme ça. Et ça veut dire quoi dans la vie d'un enfant? Ça veut dire qu'il n'est pas bien, il reste à l'hôpital en réanimation ou aux soins intensifs de cardio pendant 24-48 heures. Le temps d'avoir une cure de lévosimendan, il s'améliore, il se transforme, il se remet à courir. Et on renvoie l'enfant chez lui. Et puis au bout d'une semaine, la mère rappelle en disant « Oh là là, il mange moins bien, il a vomi, il a mal au ventre quand il mange ». On revient à l'hôpital, on mesure le BNP qui est multiplié par 3 ou 4. L'écho, elle est inchangée, de toute façon c'est 15%. Et puis on refait du lévosimendan et ainsi de suite. Donc c'est ça, ce que je viens de raconter, versus le cœur artificiel à l'hôpital où on ne bouge plus. Donc ça vaut le coup d'essayer. Alors, on a surtout évalué le BNP. Finalement, c'était l'élément le plus important. Puis ça a été retrouvé aussi chez les adultes de la même façon. Et puis ce qu'on a fait là, ben, c'est pareil, une équipe suédoise a fait exactement la même chose. Et donc chez l'adulte, comment ça se passe quand on est en attente, en défaillance cardiaque sévère? Vous avez un patient qui reçoit du lévosimendan pendant à 0,1 0,2 gamma. Et puis le critère que les gens vont utiliser, c'est la mortalité à 12 mois et les réhospitalisations pour des compensations. Ça revient un petit peu à ce que je viens d'expliquer sur la pédiatrie. Et dans ce travail-là, ils ont montré que... Pardon, j'y arrive. Voilà. Dans ce travail-là, ils ont montré que le groupe lévosimendan, avant qu'on commence à leur donner du lévosimendan, ils étaient très graves. Ils avaient eu 26 hospitalisations pendant 6 mois, le groupe contrôle 13, et puis ils avaient des durées de séjour à l'hôpital sévères, là 126 contre 62 jours. On commence le lévosimendan, et 6 mois plus tard, on regarde. Le groupe qui a reçu du lévosimendan, ben, il a beaucoup moins d'hospitalisation, beaucoup plus courte, alors que ça s'aggrave terriblement chez les autres, et encore pire au bout d'un an. Donc, cette technique du repetitive use du lévosimendan, c'est très intéressant, à la fois chez l'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi chez l'adulte. Et puis,
probablement, vous avez suivi la littérature toute récente, qui n'était pas très favorable au lévosimendan, avec 3 grandes études qui sont sorties, avec des noms évocateurs, et certains qui n'étaient pas vraiment des gens qui croyaient au lévosimendan, ils ont dit « Ah, enfin, on va pouvoir s'en débarrasser ». Il y en a d'autres qui se sont dit « Il faut peut-être y réfléchir ». Et donc, on va regarder ça un petit peu en détail et vous donner nos impressions là-dessus. La première étude qui est sortie dans le New England Journal, quand même, c'est des journaux sérieux, et c'est là où ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Une étude d'origine italienne qui a été faite, mais qui a incorporé 14 centres de pratiques très différentes. Vous voyez, Italie, Russie, Brésil, Australie, ça va avoir son impact. Ils avaient prévu d'en mettre 1000, finalement, pour futilité, ils ont arrêté au bout de 506. Et ils avaient regardé la mortalité sur 30 jours, avec un espoir de baisse de la mortalité considérable de 50%. Bon, c'est match nul, rien, aucune différence entre le groupe placebo. Alors, il faut bien se mettre dans la tête que quand on parle de groupe placebo pour le lévosimendan, ce n'est pas polyvitamine versus lévosimendan. Ça, c'est ce qu'on met dans les seringues, pour que les gens ne sachent pas que la seringue jaune, c'est du lévosimendan ou de la polyvitamine. Ça, c'est clair. Mais en attendant, les malades, on les traite normalement. C'est-à-dire qu'on met tous les inotropes qu'on mettra d'habitude. On ne change rien dans les pratiques. Hein. Ce n'est pas lévosimendan versus rien du tout. Donc attention à ça. Donc ça veut dire que quand on rajoute du lévosimendan dans des pratiques habituelles de catécholamine, ça ne changeait pas dans leur étude. Mais quand on y regarde de plus près, là, il y a des choses quand même bizarres. La fraction d'éjection médiane de leur groupe de patients est à 50%. Je ne sais pas si vous mettez beaucoup de drogue à des malades qui ont 50% de fraction d'éjection, mais bon. Ensuite, les malades les plus graves, avec des fractions inférieures à 25, n'étaient que de 11%. Et puis, ce qui est très embêtant, c'est que la dose moyenne sur tous ces centres-là, elle est extrêmement faible, 0,07, là où on recommande 0,2. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a des centres où il n'y avait rien, et on le voit, très variable. Il y a des centres où il n'y a rien, 0,025, alors là, c'est rien du tout, et il y a des centres où ils ont fait normalement. Donc, c'est quand même difficile de pouvoir tirer des conclusions de cette étude. Et puis, les gens ont injecté le lévosimendan dans la période post-opératoire d'une façon extrêmement variable. Et la seule chose qui ressort, c'est de dire que le groupe placebo recevait plus d'inotropes que le groupe qui était inotrope plus lévosimendan. Il n'y a que ça qui peut ressortir. Mais ça interroge énormément sur la méthodologie de cette étude. Et ceux qui connaissent bien le lévosimendan vont être interpellés par ça. Pas de différence dans la dose de vasopresseur entre les deux groupes. Parce que quand on met du lévosimendan, surtout les 24 premières heures, en général, il faut quand même monter un petit peu de la noradrée ou de la vasopressine pour tenir les résistances. S'il n'y a pas de différence entre les deux, c'est comme s'ils n'en avaient pas. Donc cette étude interpelle tout le monde. D'ailleurs, on en a parlé encore récemment dans un congrès à Bordeaux. Après, il y a une autre étude multicentrique nord-américaine qui est sortie encore dans le New England, 849 patients, et ils avaient ciblé les pontages plus ou moins valves. Ils ont 2 groupes sur 30 jours et ils ont eu l'idée de faire un critère composite qui associe la mortalité, le besoin d'expuration extra-rénale, l'infarct dans les 5 premiers jours et puis le recours à une assistance circulatoire. Là où ça interpelle tout de suite, c'est que ils ont fait du préconditioning, ils ont démarré à l'induction d'anesthésie et ils ont mis 0,1 gamma pendant 24 heures. 23 heures, exactement. C'est ça le point critique. Et les résultats, c'est match nul. Donc cette technique-là ne montre pas de supériorité par rapport à l'utilisation des catécholamines habituelles et pas de différence sur les effets indésirables. Récemment, il y a eu une réunion d'experts lors d'un congrès d'anesthésie, de l'EACTA, d'anesthésie réanimation de chirurgie cardiaque, justement avec des responsables, des investigateurs principaux, comme Bernard Chollet, comme le russe que voici. Et donc, ils ont quand même réfléchi a posteriori sur ces travaux. La mortalité globale lévosimendan, elle n'est pas significative. Enfin, c'est 20 dans un centre, 30 dans l'autre. Mais par contre, la mortalité des patients qui ont eu des pontages, si on enlève ceux qui avaient pontage plus valve, là, elle est significative. Bon, c'est dommage qu'ils n'aient pas pris une cohorte de patients où il n'y avait que des pontages.
la deuxième chose extrêmement importante, avec le lévosimodan, moins de survenue de syndrome de bas débit cardiaque en post-opératoire. Et s'il y a bien une chose qu'on veut dans notre spécialité, c'est ça. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas mis ça en critère principal plutôt que le reste. Bon, c'est comme ça. Mais au moins ça, c'est positif. Et puis moins d'inotropes 24 heures après injection de lévosimendan. Ceux qui reçoivent du lévosimendan, on va pouvoir les sevrer des autres catécholamines, des autres drogues très rapidement. Et ça sort de façon significative. Et puis l'index cardiaque augmenté dans le lévosimendan, encore un point de plus. Donc ça interpelle vraiment ces résultats d'études si on les analyse dans le détail. Après, il y a une étude française qui s'appelle Licorne, qui a été faite entre 2015 et 2016, qui a intégré beaucoup de centres et qui a pris 335 patients avec des fractions d'éjection inférieures à 40%, pontage plus ou moins valve, c'est les mêmes que dans l'étude américaine, avec CEC, avec 2 groupes, on les a suivis à 6 mois. Et là, c'est pareil, on fait du préconditioning, on le donne à l'induction d'anesthésie, on fait la dose de 0,1. Critère composite qui ressemble à l'autre, sauf qu'il est dans l'autre sens, c'est un critère péjoratif. C'est le fait d'avoir la persistance de drogue, le fait d'avoir un recours à une assistance circulatoire. Les résultats, alors là, c'est presque en faveur du lévosimendan, mais on n'y est pas tout à fait parce qu'ils avaient prévu un risque absolu de 15% et en fait, ils ont trouvé 7%. Bon, on va dire que c'est de la tambouille de statisticiens, mais quand même, on y était presque, ça ne l'est pas. Et il n'y a pas de différence sur les événements indésirables. Là encore, que dit le groupe d'experts qui analyse ce travail? En fait, il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est que dans le groupe placebo, ils attendaient 65% d'événements favorables, ils n'en ont eu que 61%. Et quand on regarde les pratiques entre les centres en France, on se rend compte qu'il y a des équipes qui font des choses très différentes en routine. L'exemple, Dijon, qui utilise, pour certains qui connaissent, le mélange GIK, glucose, insuline, potassium, qui marche très bien en préconditioning, hein, ça marche très bien quand on le donne. Ça marche que pendant qu'on le donne, une fois qu'on arrête, l'effet se perd. Mais quand même, ça veut dire qu'on fabrique des patients, des placebos qui sont très performants. Pas mieux que le lévosimendan, dans cette façon-là. Donc ça veut dire qu'on a un groupe témoin qui est presque trop fort, trop bien. Et ça, actuellement, c'est en discussion pour revenir sur les statistiques de l'étude pour dire, mais attendez, il y a des placebos, ce n'est pas les malades normaux, ça. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Après, il sort le fait que tous les patients qui reçoivent donc des catécholamines, eh bien, dans le groupe lévosimendan, ils en ont eu moins besoin, des doses plus faibles et moins longtemps. Donc là encore, on voit qu'il y a des choses qui sont efficaces. Et puis, surtout, ce qui est important, très important, c'est que quand on a l'idée de faire du préconditioning, avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour la pharmacologie, il faut démarrer au moins 12 à 24 heures avant la cible, avant l'intervention. Et donc, faire du préconditioning juste au moment de l'anesthésie, c'est trop tard, c'est-à-dire qu'on travaille pour les 12 heures qui suivent. Donc, si vraiment on voulait faire du préconditioning pour le moment du clampage aortique, protéger le cœur au mieux, il eût fallu démarrer 24 heures avant. Et en fait, ils se sont servis, les 2 études, d'une étude remarquable qui a été faite il y a quelques années de Levin, qui justement avait fait ça. Mais dans son étude, lui, en préconditioning, il avait mis 24 heures avant. Et là, ça avait bien marché. Donc c'est dommage que quand les gens veulent reproduire une étude qui a très bien marché, ben, qu'ils n'appliquent pas strictement le même protocole. Bon, ça, alors là, c'est vraiment un point critique sur lequel je me suis exprimé avec les investigateurs. Pourquoi on ne fait pas la même chose que ce qu'on veut démontrer? Et si on le fait autrement, on a des chances de trouver autre chose. Bon, voilà. Il y a des méta-analyses qui sont sorties tout de suite derrière, là, mais au mois de mai de cette année, et qui ont repris l'ensemble des études. Vous savez, au début, je vous ai montré une méta-analyse Harrison 2013. Mais là, ils ont repris toutes les études qui ont été faites, dont les 3 dernières, qui ne sont pas tout à fait en faveur du lévosimendan, et qui ont été inclus dans l'ensemble des études. On arrive à une cohorte de 2756 malades. Et bien là, ça sort. C'est-à-dire que la mortalité à 30 jours, elle est plutôt en faveur du lévosimendan. La mortalité totale, parce que la mortalité hospitalière, elle n'est pas significative. Par contre, la mortalité globale, elle ressort en faveur du lévosimendan quand on poule l'ensemble de ces études. Donc ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, c'est la fraction d'éjection, dont j'ai parlé tout à l'heure, entre les fractions d'éjection basses et les fractions préservées. Les fractions préservées, comme tout à l'heure, même si on augmente le nombre de malades, ça ne sort pas, parce que finalement, ils ont un ventricule qui marche bien. Par contre, ceux qui ont des fractions basses, et en rajoutant tous les patients des 3 dernières études, c'est franchement significatif. Donc, tout ça, ça fait vraiment réfléchir sur l'effet réel du lévosimendan. Et puis, une autre méta-analyse récente qui a été faite par des Italiens, toujours en reprenant ces études sorties sauf licorne, c'est pareil, la mortalité est plus basse dans le groupe avec la fraction d'éjection basse, les besoins d'épuration extra-rénale sont réduits, moins de syndrome de bas débit chez les patients post-opératoires quand ils ont des fractions basses, moins d'insuffisance rénale, les deux ensemble. Et puis aussi, une autre méta-analyse récente montre lévosimendan est associé avec une mortalité post-op diminue. Vous voyez qu'il y a des résultats qui sont assez complexes à interpréter, mais que la méthodologie qui a été utilisée, elle a un poids énorme. Si on n'a pas fait la méthode comme on fait dans la vraie vie, on ne sort pas de bons résultats. Je voudrais juste parler d'un point sur l'impact médico-économique qui concerne le lévosimendan. On a un produit qui coûte cher, et j'insiste auprès du labo pour diminuer le prix du produit, mais les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à un aspect médico-économique. On a un produit qu'on utilise dans 24 heures versus, pour avoir un même effet, des drogues, des catécholamines qu'il faudrait utiliser en continu. Eh bien, en fait, les différentes études qui ont été faites dans plusieurs pays européens, mais pas la France, c'était tout en faveur, au final, sur le parcours d'hospitalisation du patient, c'était en faveur du lévosimendan. De la même façon, sur des méta-analyses françaises, c'est toujours en faveur du lévosimendan. Et puis, un papier allemand qui montre que l'économie, elle est très substantielle par patient. Alors, ça, c'est pas très clair tout ça. Pourquoi? Parce que dans les modèles d'évaluation médico-économique, c'est très compliqué de voir quelle est l'amélioration entre la France, entre d'autres pays européens et même à l'intérieur de la France, entre un système privé et un système public. Donc là aussi, il faudra faire un petit peu le ménage et de comprendre. Mais ce qu'on peut déjà dire en France, une journée de réanimation, ça coûte 2 700 €. Si vous évitez une journée de réanimation à un patient parce que vous avez mis du lévosimendan et qu'il peut rentrer chez lui, c'est quand même assez substantiel. Et puis, si une journée de réanimation post-transplantation, c'est 4 800 €. Si vous avez diminué le séjour en réanimation d'un patient greffé parce que vous avez réussi à traiter correctement la dysfonction de son greffon, vous avez fait des économies substantielles. Mais ça, s'il y en a qui veulent, il y a des études assez importantes à faire. Donc cette évaluation du lévosimendan pour des patients qui retournent à leur domicile, à l'évidence, c'est en faveur du lévosimendan. Mais le travail reste à faire. Et puis dans le sevrage de l'ECMO, ça sera fait dans le grand PHRC sur l'évo-ECMO. Ce qu'on retient, pour finir, c'est qu'on a une drogue, un inodilatateur non conventionnel qui a un effet tout à fait particulier. La dose qu'on recommande, c'est 0,2 gamma sur 24 heures. Et il ne faut pas hésiter à répéter si au bout de 7-8 jours, on a l'impression qu'il y a une dégradation qui revient. On remet du lévosimendan. Parce que l'alternative, ça serait quoi? Est-ce qu'il faut mettre une assistance? Est-ce qu'il faut mettre une ECMO, un cœur artificiel? Si on s'en sort qu'avec un médicament, c'est bon. Enfin, personnellement, pour le malade, je trouve que c'est mieux. Ensuite, on l'associe aux autres inotropes dont on va assurer le sevrage. Et il ne faut pas faire, comme j'ai entendu quelques fois, c'est dès qu'on met le lévosimendan, on arrête tous les inotropes. Ce n'est pas une bonne idée. Si on fait ça, on va planter le malade. L'idée, c'est que le lévosimendan va agir progressivement, ce qui va permettre de sevrer rapidement les autres inotropes. Mais il faut maintenir l'équilibre du patient, bien sûr. Et puis, on a vu que dans les 24-36 premières heures, il faut souvent, si on a mis des doses correctes, maintenir les pressions en utilisant des vasopresseurs à dose raisonnable. Ce n'est pas des doses colossales, ce n'est pas les doses du choc septique. Donc les indications, vous avez vues, chirurgicales, je ne vais pas reprendre. Il faut vraiment discuter sur les méthodologies des études parce que ce n'est pas facile de ramer après derrière des études qui sortent dans le New England Journal. Voilà, on va dire comment vous critiquez le New England Journal. Non, je me pose des questions parce que méthodologiquement, ça interroge beaucoup, ça interpelle beaucoup. Ce qui va être lancé d'ici peu, c'est un registre national de façon à voir les utilisations, les indications
du lévocimendant et les doses que les gens font. Donc déjà, on aura une demande de la HS. L'aspect médico-économique certain dans ces indications-là. Et puis moi, j'insiste beaucoup, c'est que je ne connais pas d'équivalent pour le confort de vie du patient. Comme je vous ai montré pour le petit tout à l'heure avec son cœur artificiel ou pas son cœur artificiel, je trouve que quand même on ne peut pas balayer ça par rapport au patient, c'est quand même considérable. Enfin, je termine par ce qui a été dit à l'ASFAR par un de mes amis, Jean-Luc Fellahi. Allez où? Tu lui diras. Jean-Luc Fellahi qui a écrit sur le site de l'ASFAR, après les études qu'on vient de voir, licorne, le lévocimendant doit probablement rester un médicament de niche. Soyons prudents. Voilà, une niche. Et puis moi, j'ai essayé de vous démontrer que les niches, il y en avait beaucoup et que c'est un chenil même pour l'utilisation du lévocimendant. Voilà, je vous remercie.